une visiteuse au milieu de ce jardin qui se promène, qui va vous faire partager un petit temps de poésie. Lorsque Chantal m'a contactée pour me proposer de participer avec des intermèdes de lecture à cette soirée sur le végétal, j'ai tout de suite pensé à un auteur que j'adore, un de mes auteurs favoris, un des auteurs favoris de la compagnie. Il s'agit de Georges Duhamel. Georges Duhamel, c'est un académicien qui a commencé à écrire en 1917. Il a commencé à écrire en 1917 alors qu'il était médecin, chirurgien dans les tranchées. Et il s'est accroché dans cette horreur faite par les hommes à ce qu'il trouvait de survivants de la nature. Quelques feuilles qui tombaient à l'automne, quelques petites fleurs inconnues sur le bord du chemin lors de ses très rares balades, et il en a parlé. Lorsqu'il est parti après la guerre, il a arrêté de soigner. Il a resoigné un peu pendant la guerre de 40, mais il a arrêté son activité de médecin, il ne s'est plus consacré qu'à l'écriture. Il a écrit beaucoup de choses et il est toujours revenu sur le végétal. Notamment en 1936, il a écrit un recueil dont, avec notre compagnie, nous avons tiré un spectacle qui s'appelle « Fables de mon jardin ». J'en ai tiré quelques extraits. Il parle de son jardin à lui. Il avait un jardinier et une cuisinière. Il vivait à Valmondois, dans le Val d'Oise. Monsieur Nicolas, mon jardinier, a toujours été sourcilleux, maniaque et généralement de mauvais poil. J'ai fait pour le conquérir, pour le détendre et gagner sa confiance tous les efforts, mais en pure perte. Alors un matin que je l'aperçus au jardin discuter avec Cécile, notre cuisinière, je descendis 4 à 4 les escaliers, j'expédiai en 2 secondes les formalités du salut, puis comme saisi d'inspiration, je lui lançai un peu plus et nous avions une gelée blanche. Oh, il n'y a pas de gelée blanche par temps couvert dans votre pays. Ça fait au moins 100 fois que je vous le dis. C'est un temps de saison. Oui, c'est ça. Vous savez, monsieur Georges, il ne suffit pas d'apprendre dans les livres. Le jardin a plus d'un tour dans son sac si on y prend garde. Voyez ici, nous avions 200 beaux dahlias, tous différents, de couleur, de forme, tous vigoureux et tous fiers. Nous les avions cultivés sans autre souci vraiment que de leur donner le nécessaire, de les abreuver au besoin par temps sec, de rentrer les tubercules avant les grandes gelées et de les diviser à point pour en obtenir un plus grand nombre. Nous avons aujourd'hui 500 dahlias. Ah ben ça, on est content, ils sont tous de la même couleur. Ils ont l'air insensibles, mélancoliques, ils baissent la tête et font sans ardeur de petites fleurs en série, et même en petites séries. Oh. Non, non. Moi, je pense que s'ils parlent entre eux, la nuit, quand nous sommes couchés, c'est pour exprimer le désir de fonder un club et d'aller au cinéma. Non, mais franchement, faut savoir y faire, je vous jure. Et puis cette année, on n'aura pas de betteraves. Elles s'y mettent aussi. On n'en mangera pas. Est-ce le sec, est-ce le chaud? Les betteraves montent en graines. Cette année, hein, nous n'en ferons rien. Je n'ai certes plus d'espoir de les ramener à de meilleurs sentiments. Si je vais les morigéner, c'est par acquis de conscience, et pour bien leur faire comprendre qu'elles manquent à leur destin. Que faites-vous donc, leur dis-je? Vous savez pourtant que la première année, une brave et loyale betterave doit se livrer à l'épargne pour élever l'année suivante honorablement sa famille. Les betteraves m'écoutent.
sans bonne grâce, dans un silence opiniâtre. Enfin, l'une d'entre elles, qui doit être un des meneurs, me répond avec insolence: des économies? À d'autres, monsieur. Nous connaissons le couplet. On nous a bien assez dupés. Vous allez encore une fois faire de l'inflation ou quelque chose du genre et nous rafler en un jour le fruit de notre travail. J'aime autant vivre ma vie et tout gaspiller tout de suite. Et les autres pensent comme moi. C'est pas éternellement qu'on abusera des betteraves. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, le printemps vient trop tôt. Le printemps vient trop tôt, trop vite. Je ne l'avais pas appelé. Autrefois, je vivais en avance d'au moins 2 saisons, toujours. Dans la matinée de septembre, je cherchais l'odeur du prochain avril. Aujourd'hui, chaque soir, je pense encore avec regret à la lumière de l'aurore, au coup de vent de la veille. Non, je ne suis pas tout à fait prêt. Le printemps me déconcerte. Je voudrais encore un peu serrer contre mon cœur. Oui, serrer une dernière fois l'hiver, le hideux hiver. Mais qu'est-ce que vous avez, monsieur Nicolas? Vous parlez tout seul? Ah ben non, mais c'est la fleurette jaune de l'Aigremoine aussi, qui me jette au passage un coup d'œil sarcastique. Et je me demande bien pourquoi. C'est une plante d'aspect modeste et d'utilité douteuse. Que fais-tu là, au bord du chemin? Es-tu donc si curieuse? Peut-être, répond l'Aigremoine. Eh bien, tant pis pour toi. La terre nourrissante est rare, ici. Ne ferais-tu pas mieux d'aller vivre au milieu des prés, dans la fraîcheur et l'abondance avec les herbes fourragères? La petite plante farouche se prend à rire, gaiement. Non, je suis bien où je suis. Mes fruits se formeront bientôt, tu les connais. Ils sont pourvus de fines griffes inoffensives. Ils seront mûrs à l'automne, quand Louise, ta femme, commence à porter des robes de laine. Elle passera sur le chemin, mes fruits s'accrocheront à sa robe, il les emportera plus loin, sur les autres chemins du monde. Car vous autres, les hommes, nos serviteurs bénévoles, vous suivez toujours des chemins. Si je fleurissais au milieu de ta prairie, mes enfants grandiraient à mon pied et m'enlèveraient la lumière. Comprends-tu pourquoi je préfère me tenir au bord du chemin? Oui, oui, mais il me semble quand même que ta réponse est bien un peu finaliste. Finaliste? Finaliste, répétait la petite fleur en louchant vers le ciel. Finaliste, finaliste. Et l'on dit que les hommes sont intelligents. Et l'on dit qu'ils savent parfois tout comprendre à mi-mot. Nous allons terminer avec juste un petit texte, petite poésie.
Si vous avez encore un tout petit peu de courage, je ne pouvais pas ne pas vous parler d'arbres. C'est toujours Monsieur Nicolas, le jardinier. Il dit, vous vous souvenez des 3 arbres qu'on a plantés avec votre père? Moi, disait un jeune cerisier, je fleuris toujours de bonheur. Ce n'est pas pour me distinguer, non, je vous assure, je suis la modestie même. Je fleuris de bonheur parce que c'est une tradition dans ma noble famille. À vrai dire, je fleuris de façon merveilleuse. Un manchon neigeux qui va jusqu'à l'extrémité de mes branches. Quelle tenue de pétales et quel parfum. Et quand vient la défloraison, quelle pluie candide, quel tapis sur le sol à mes pieds. Vous verrez, c'est un poème. Les fruits que nous donnons dans la famille sont renommés de tout l'univers. Pensez le bigarreau. Nous faisons le bigarreau blanc. Et vous, monsieur mon voisin? Moi, répondit le voisin d'un ton revêche, moi c'est de la poire. Vraiment? De la poire, c'est très intéressant. Vous n'avez pas de noyau, paraît-il? Oh Dieu merci, non, mais des pépins, et plus que j'en voudrais. De la poire, j'en donne au besoin, à condition bien entendu qu'on ne me tourmente pas. S'il me laisse tranquille, ici, je ferai peut-être 1 ou 2 poires. Mais s'il me taille, s'il me tripote, alors bernique, je suis décidé fermement à ne pas en ficher une secousse. Pardon, vous dites? Une secousse. Ah oui, très intéressant. Et vous, le petit là-bas, plaît-il? Oui, vous, qu'est-ce que vous faites? L'arbre, ainsi mis sur la sellette, était un petit pommier, tout rabougri, tout chétif. Oh, répondit-il d'une voix basse, moi je fais ce que je peux. Les arbres furent plantés en terre. Dès la première année, le cerisier montra ses belles fleurs et donna 4 ou 5 cerises. Le poirier ne donna rien. Le pommier, qu'on avait placé dans un coin transi d'ombre et de courant d'air, nous offrit un boisseau de pommes. Il y a 10 ans de cela. Le petit pommier dévoué continue à nous confondre par sa générosité. Le poirier tient parole, il n'a jamais donné de fruits. Quant au cerisier, à chaque retour de l'avril, il dit à qui veut l'entendre, vous allez voir ce que vous allez voir. Et son beau feu d'artifice régulièrement se termine par un déjeuner de moineaux. Et si vous permettez, je conclurai par les commandements du jardin. Tu ne mangeras plus les fruits que tu préfères, ni les légumes de ton choix. Tu mangeras ce que ton jardin te donne, et pas autre chose. Tu ne jouiras plus en paix ni du soleil, ni de la pluie. Les exigences du jardin pèsent plus lourd que ton plaisir. Ne te gratte pas au hasard, cela te démangera d'abord à la place où les plantes poussent. Le jardin te donnera plus d'espérance que de pommes, mais une espérance de pommes fait un cidre délicieux dont on peut fort bien se griser. Si tu seras pressé de voir fleurir les chrysanthèmes, que tu n'auras pas toujours un regard pour les iris. Tu penseras tous les avrils, voilà donc enfin l'année où nous aurons des abricots. Le destin qui veille sur toi te gardera longtemps encore ce petit bonheur en réserve. Tu posséderas le monde entier, comme autrefois, assurément, si ton jardin n'est pas jaloux. Mais tous les jardins sont jaloux. Merci.